Saint-Mandrier, dans le Var. Une presqu'île battue par les vents de Méditerranée. Derrière les grilles d'une base navale fermée au public, 102 hommes, pas un de plus, pas un de moins. Ces 102 hommes forment l'unité la plus secrète de l'armée française, la plus sélective, la plus mortelle. Leur nom, Commando Hubert. Et ce nom, presque personne en France ne sait vraiment ce qu'il signifie. Abonne-toi à Sang-Froid et active la cloche pour ne pas rater le prochain métier extrême. Pour les rejoindre, il faut déjà être un soldat exceptionnel, pas un militaire ordinaire, pas même un simple commando. Il faut d'abord avoir passé 5 ans dans un autre commando marine. 5 années à tout encaisser. 5 années à prouver mission après mission qu'on est meilleur que les autres. Et seulement après ces 5 années, on a le droit de candidater. Le droit, pas la garantie. Et là, le vrai cauchemar commence. Chaque année, des centaines de candidats n'y se présentent. Tous sont déjà des soldats d'élite, tous ont déjà tout sacrifié pour porter le béret vert, tous se croient qu'ils vont passer. À la fin, ils sont 5 hommes sur des centaines. Tous les autres rentrent dans leur unité d'origine, brisés à vie par ce qu'ils ont vécu pendant la sélection. 7 mois de sélection, 27 semaines exactement. Une formation dont chaque jour est calibré pour faire craquer. Plongée à l'oxygène pur jusqu'à 60 mètres de profondeur, démolition sous-marine sous coque de navire, saut en parachute en pleine mer, de nuit, avec tout l'équipement. Et un détail qui change tout. Leurs bouteilles ne font aucune bulle à la surface. Indétectables, invisibles, silencieux. Des fantômes sous l'eau. Ils sont l'équivalent français des Navy Seals américains, le pendant exact du Special Boat Service britannique. Ce sont eux qui ont arrêté Radovan Karadzic, criminel de guerre, en plein cœur de la Bosnie. Eux qui ont libéré des otages français en pleine mer, sur des voiliers détournés par des pirates. Eux qui interviennent quand toutes les autres unités ont échoué. Et pourtant, personne, jamais, ne saura ce qu'ils font vraiment. Aujourd'hui, on entre dans ce monde fermé. On va comprendre pourquoi 9 candidats sur 10 abandonnent avant la fin de la sélection. Pourquoi aucune femme, dans toute l'histoire de l'unité, n'a jamais réussi à obtenir le brevet. Pourquoi le test mental est jugé par les instructeurs eux-mêmes aussi destructeur que le test physique. Et pourquoi, malgré ce taux d'échec terrifiant, des hommes continuent à se présenter chaque année. On va voir ce qui se passe concrètement quand un homme plonge à 60 mètres avec de l'oxygène pur dans les poumons. Ce qui arrive à son organisme après 4 heures dans une EO à 12 degrés. Pourquoi, à un certain stade de fatigue, son cerveau commence à mentir et à lui souffler d'abandonner. Pourquoi ses doigts ne répondent plus, mais qu'il doit continuer. Et pourquoi, malgré tout ça, il s'accroche. On va découvrir l'histoire d'un homme dont le nom est devenu celui de l'unité. Augustin Hubert, lieutenant de vaisseau du 1er bataillon de fusiliers marins commando. Tué au combat le 6 juin 1944, sur la plage de Ouistreham, pendant le débarquement de Normandie. Un officier français mort à 23 ans pour libérer son pays, et dont l'héritage est aujourd'hui porté, en silence, par 102 soldats au bord de la Méditerranée. On va comprendre pourquoi cette unité, créée en 1947 comme une simple compagnie de parachutistes, est devenue en quelques décennies l'élite mondiale du combat sous-marin. Comment elle s'est transformée en l'instrument secret de la France pour ses opérations les plus dangereuses. Pourquoi son existence elle-même est si rarement évoquée par les médias français. Et pourquoi ceux qui en font partie ne peuvent jamais en parler à leur famille. Bienvenue dans le monde des nageurs de combat, là où l'humain dépasse l'humain. Premier obstacle, et il est déjà colossal, être déjà commando marine breveté, pas commando d'opérette, pas militaire ayant fait un stage de 15 jours. Commando marine breveté, ce qui veut dire avoir réussi le STAC. Le stage commando, un programme de plusieurs mois considéré dans le milieu militaire international comme l'un des stages les plus durs au monde. À côté du STAC, certaines formations américaines sont parfois jugées plus accessibles. Le STAC, c'est plusieurs semaines à dormir 3 heures par nuit, parfois moins.
Marche forcée avec un sac de 20 kilos sur le dos pendant des nuits entières, combat corps à corps jusqu'à l'épuisement total, tir sous stress en conditions réelles. Privation de nourriture calculée pour entamer le corps, privation de sommeil méthodique pour briser le mental, privation de tout en fait. À la fin, ceux qui tiennent reçoivent le béret vert, ceux qui craquent rentrent chez eux. Mais le stack, ce n'est que la porte d'entrée. Une fois qu'on l'a réussi, on intègre l'un des 7 commandos marines. Et là, on commence à compter les années. Jaubert, Trépel, de Montfort, Kieffer, Pontchardier, de Penfantenio, 6 unités basées à Lorient, en Bretagne. 5 ans à servir dans l'une d'entre elles, 5 ans à se battre, à s'entraîner, à se perfectionner. 5 ans avant d'avoir simplement le droit de candidater pour Hubert. Puis arrive la présélection, et là, on rentre dans le dur. Test psychotechnique Messine à pousser. Examen psychiatrique obligatoire avec un médecin spécialisé. Visite médicale spéciale dont l'intitulé officiel est glaçant. Absence de contre-indication au travail sous l'eau. Une formule administrative sèche qui cache une réalité brutale. Le candidat va devoir supporter des pressions, des températures, des privations d'oxygène que la plupart des corps humains ne peuvent pas encaisser. Les tests physiques en piscine ressemblent à de la torture méthodique. 40 à 80 pompes enchaînées, 15 tractions juste après, sans repos. Apnée prolongée jusqu'à voir noir devant les yeux. Nage avec charge sur de longues distances. Récupération d'objets sans fond de bassin à plusieurs mètres de profondeur. Tout ça en étant déjà épuisé par les précédentes épreuves. Tout ça avec un instructeur qui ne note pas la performance, mais le craquage. Ensuite, vient le cours nageur de combat. Le CNC. 27 semaines exactement. 7 mois pleins. La formation la plus longue et la plus sélective de toute la Marine nationale française. Elle se déroule à l'école de plongée de Saint-Mandrier. 3 phases distinctes, chacune plus dure que la précédente. Chaque phase élimine impitoyablement. Chaque semaine, plusieurs candidats craquent et rentrent chez eux, sans gloire, sans seconde chance. Phase 1. 11 semaines d'initiation à l'oxygène pur. Et tout de suite, on entre dans le vrai danger. Plonger à l'oxygène pur, ce n'est pas plonger à l'air comme un civil avec une bouteille de loisir. Au-delà d'une certaine profondeur, l'oxygène pur devient toxique. Il provoque des convulsions soudaines, sans avertissement. Une erreur de calcul de profondeur, une seconde d'inattention sur les paliers, et le plongeur convulse au fond. Et c'est la mort, presque toujours. Pourquoi prendre ce risque? Pourquoi l'oxygène pur? La réponse tient en un mot. Invisibilité. L'oxygène pur ne crée aucune bulle qui remonte à la surface. Un plongeur classique laisse derrière lui une traînée de bulles, visible à des dizaines de mètres, en plein jour comme la nuit. Un nageur de combat, lui, est totalement indétectable. Il peut s'approcher silencieusement d'un navire ennemi, d'une plage surveillée, d'un port militaire, sans qu'aucun radar, aucun sonar, aucune sentinelle ne soupçonne sa présence. Pendant ces 11 premières semaines, les stagiaires apprennent ce qu'on appelle l'immersion discrète. Approcher une coque ennemie sans le moindre bruit, sans bulle, sans repère visuel à la surface. Naviguer sous l'eau dans le noir absolu, parfois sur plusieurs kilomètres, sans GPS, parce qu'aucun signal ne passe sous l'eau. Sans compas fiable, parce que les coques métalliques perturbent les boussoles. Juste avec un chronomètre, une boussole de palmage et une mémoire des courants. Phase 2, 6 semaines de techniques offensives. Là, on passe de la plongée pure au combat sous-marin. Pose de charges explosives magnétiques sous des coques de navires, reconnaissance de plages avant débarquement, sabotage d'infrastructures portuaires, exfiltration sous le feu, parfois en abandonnant son matériel. Tout est minuté à la seconde près, tout est mesuré, toute erreur, même infime, élimine définitivement le candidat. Pas de discussion, pas de rattrapage. Puis viennent 2 semaines d'épreuves de synthèse. Les instructeurs ne donnent plus de cours, ils simulent des missions réelles avec des objectifs concrets. Les stagiaires opèrent désormais seuls, sans encadrement direct,
plus d'aide, plus de filets de sécurité, plus de seconde chance. Une simple faute de sécurité repérée par un instructeur passe immédiatement devant un conseil d'instruction et la sanction tombe sans appel. Exclusion du cours, retour dans l'unité d'origine, carrière brisée. Phase 3. Les 5 dernières semaines. Les plus dures de toute la formation. Démolition sous-marine en conditions réelles. Déblaiement de chenal d'assaut pour préparer un débarquement. Parachutage en pleine mer avec l'équipement complet d'oxygène. Plongées profondes successives qui mettent l'organisme à rude épreuve. Travaux sous-marins prolongés en eau froide, à la limite stricte de l'hypothermie. Le corps des stagiaires craque. Beaucoup tiennent uniquement par la rage de réussir. Le saut en parachute en pleine mer, c'est une opération à haut risque que peu de soldats au monde maîtrisent. On saute d'un avion en mouvement à plusieurs centaines de mètres d'altitude, avec son équipement de plongée complet sur le corps. De nuit, le plus souvent, pour rester invisible. Une fois dans l'eau, il faut larguer son parachute en moins de quelques secondes. S'il s'enroule autour du corps en s'écrasant à la surface, il devient un linceul. Plusieurs hommes sont morts comme ça. À ce stade avancé de la formation, plus de la moitié des candidats du départ a déjà abandonné. Certains sur blessure, certains sur faute de sécurité éliminatoire. Beaucoup, simplement, parce que leur corps ou leur tête a craqué. Ceux qui restent ne dorment plus correctement depuis des mois. Leur peau est marquée par les combinaisons. Leurs articulations souffrent du froid permanent. Leur mental est entamé. Et pourtant, ils savent tous que le plus dur de la sélection reste à venir. L'exercice final dure plusieurs jours d'affilée, en conditions strictement opérationnelles. Il se déroule en Atlantique, près de Brest, dans les eaux froides et agitées de la Bretagne. Mission complète à conduire en autonomie. Insertion sous-marine de nuit, reconnaissance du dispositif ennemi, pose de charge sur objectif, exfiltration discrète. Pas un instructeur pour aider, pas un mot pour rassurer. À la sortie, ceux qui ont tenu jusqu'au bout reçoivent enfin le brevet de nageur de combat. Et c'est là, à la fin, que le chiffre tombe comme un verdict. Sur des centaines de prétendants chaque année, à peine 10% passent les tests d'entrée et accèdent au cours nageur de combat. Et au terme des 7 mois de formation, seulement 5 commandos en moyenne obtiennent le certificat de nageur de combat. 5 sur une armée française qui compte plus de 200 000 soldats actifs. 5 nouveaux nageurs de combat par an, pas plus. Ces 5 hommes rejoignent alors la base de Saint-Mandrier, dans le Var. Ils sont incorporés à un effectif total de 102 soldats. 4 groupes opérationnels distincts, plus une compagnie d'appui dédiée à la logistique et au soutien technique. Et ils héritent d'une particularité qui rend le commando Hubert unique au monde, même parmi les forces spéciales étrangères. Ces opérateurs sont à la fois nageurs de combat et shooters opérationnels brevetés. Une double qualification rarissime. Terre, air, mer. Les 3 milieux, tous maîtrisés au plus haut niveau. Un commando Hubert peut sauter d'un avion à 10 000 mètres d'altitude en chute libre opérationnelle, plonger à 60 mètres de profondeur en circuit fermé sans laisser de traces et neutraliser une cible au sol avec la même efficacité qu'une unité de forces spéciales classique. Cette triple compétence, presque aucune autre unité au monde ne la possède réellement. Leur mission, on les connaît à peine. 1988, grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. Assaut conjoint avec le GIGN pour libérer des gendarmes pris en otage. Année 2000, en Bosnie. Capture du criminel de guerre Radovan Karadzic, recherché depuis des années pour génocide. Année 2008 et 2009. 3 opérations distinctes de libération d'otages boyens français, en pleine mer, sur des voiliers détournés par des pirates somaliens. Tout le reste, absolument tout le reste, est classé secret défense. Opération dans la bande sahélo-saharienne contre les groupes terroristes, missions discrètes au Liban pendant les guerres successives, reconnaissance sous-marine dans le golfe Persique, intervention ponctuelle sur la côte africaine. Des opérations sensibles dont on ne saura jamais rien,
même dans 50 ans. Des hommes qui agissent dans l'ombre, qui réussissent dans l'ombre et qui se taisent toute leur vie. Et leur salaire dans tout ça ? 1 700 € par mois, en base pour un commando marine. Avec les primes opérationnelles, les indemnités d'air et de mer, ils peuvent atteindre 3 800 € mensuels quand ils sont déployés en mission. Pour ce prix, ils acceptent de risquer leur vie en silence. Pour ce prix, ils renoncent à toute reconnaissance publique. Et ils n'ont jamais besoin qu'on leur dise merci. Le merci, ils se le doivent à eux-mêmes. Alors la question se pose, et elle est vertigineuse. Qu'est-ce qui pousse un homme à abandonner 5 années entières de carrière militaire déjà construite, à se torturer pendant 7 mois de formation supplémentaire à la limite de la mort, pour devenir l'un des 5 seuls élus annuels d'une unité dont personne, à l'extérieur, ne verra jamais le travail réel? Quelle force intérieure peut justifier un tel sacrifice, une telle invisibilité choisie? Peut-être que la réponse tient simplement dans ce nom. Hubert. Un lieutenant de vaisseau français, officier d'élite, mort à 23 ans seulement, sur une plage glaciale de Normandie un matin de juin 1944. Un homme qui n'a jamais su, et ne saura jamais, qu'une unité d'élite porterait son nom et perpétuerait son courage, mais dont l'esprit veille peut-être encore, quelque part, entre la mer et la terre, sur ces 102 hommes qui marchent dans ses traces. Abonne-toi à Sang Froid. Le prochain métier extrême t'attend, là où l'humain dépasse l'humain.